fait le direct. Un grand plaisir de nous retrouver. Débat pour la nation. Enfin, l'équipe Sama 2 est là, titre exclusif RDC. Et notre frère et ami Eric Wemba, confrère, en tout cas, procurez-vous de ces journaux papier. Lisez également exclusif sur les nets. Mais également, je vous donne un autre média qui voit déjà les jours, vérité.cd, où ces médias, ces confrères ont titré beaucoup de choses concernant cette équipe, cette nouvelle équipe des Sama, Lukonde, avec l'entrée de Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Peter Kazadi, Antipas Mboussa Niamouis. Il y a vérité.cd qui titre, qui dit ceci. Il y a deux anciens rebelles qui font leur entrée. Il s'agit bien de Jean-Pierre Bemba et Antipas Mboussa Niamouissi, Peter Kazadi au niveau de l'intérieur. Nous allons parler avec Jovi Mujinga Chishima. Elle est initiatrice, si je pourrais dire coordonnatrice, d'une structure qui milite pour les droits de la femme, dynamique des femmes pour l'éveil de la conscience. Merci beaucoup à Tété Thérèse, très belle comme toujours aujourd'hui et comme dans les passés, et j'espère que dans les futurs également. Merci également à Louison, sans oublier Belgodor, Dani et toute l'équipe, Réveil, et également, pour finir avec Charlie, Chango Asololi, des Paulette Kimuntu, notre diva. Alors, merci beaucoup à vous tous. Nous commençons, nous sommes en direct, les numéros est là, plus 243, 82, 41, 59, 117, Gramique, les grands. Alors, Jovi Mujinga, en forme? Très, très en forme. Bonjour. Bonjour. Très belle. Quel est votre secret d'abord? Bon, on s'y bat la grâce, si je peux résumer. Alors, dynamique des femmes pour l'éveil de la conscience. Oui, oui. En quelques lignes, c'est quoi? C'est vrai que c'est une structure qui milite pour les droits de la femme. En fait, effectivement, vous l'avez bien dit, l'ONG Dynamique de Femmes pour l'éveil de la conscience est une structure qui milite pour le droit des femmes. Non seulement, nous amenons aussi ce jeune fille à l'autonomisation, en fait. Parce que c'est ça le but, amener les femmes à être autonomes, à être épanouies. Donc, Ah, d'accord. Oui, oui, voilà un peu. Alors, quand vous parlez de l'autonomisation et de l'épanouissement de la femme, Oui. vous faites allusion à quoi? Les contenus, c'est quoi? C'est En vrai, fait, ce sont des concepts, ce sont des mots, mais les contenus, c'est quoi? Même l'émancipation de la femme, les En contenus, fait, c'est quoi? l'autonomisation de la femme, c'est quoi? C'est que nous voulons pousser les femmes à se prendre en charge, l'auto-prise en charge, de ne plus dépendre de quiconque, de ne plus dépendre d'un homme, en fait. Nous voulons que les femmes arrivent, parce qu'elles ont aussi quelque chose à apporter dans la société. Elles ont des talents, elles ont des dons qu'elles peuvent mettre en valeur pour leur permettre de se mettre en valeur dans la société. Donc, voilà un peu l'autonomisation, en fait. Mais ça passe aussi par une formation, parce que vous savez, quand on dit l'autonomisation, c'est pas que non, vous réveillez le matin, vous criez l'autonomisation. Non, il y a un processus, en fait. Dans l'ONG Dynamique de Femmes pour l'éveil de la conscience, nous intervenons dans ce sens, dans le sens où nous formons ces jeunes filles, celles qui sont perdues, en fait, parce que le filles mères qui sont qui ne font rien. Donc, nous sommes là pour le former à un métier de façon à ce qu'elle puisse savoir de quoi se prendre en charge. Voilà. Ah, d'accord, c'est intéressant. Là, moi, je vous encourage et j'espère que l'opinion vous encourage également. Alors, on prend vite avec vous la manifestation organisée, soit, je pourrais dire, une sorte de séminaire, l'activité organisée par la première dame avec les femmes des médias et les influenceuses, ainsi de suite. Bref, les femmes en général, sur la lutte contre les harcèlements au niveau du milieu professionnel. Alors, quelles sont vos impressions déjà, l'idée de cette manifestation, de cette activité? Vous, ça vous inspire quoi d'abord? Comment est-ce que vous faites la lecture de l'idée, de cette idée d'organiser cette activité? C'est parce qu'on constaterait qu'il y a plus de harcèlement au niveau dans les milieux professionnels, ou bien vous avez une autre lecture? En fait, d'abord, je salue cette initiative, parce que nous avons d'abord une première dame qui est consciente de réalité que vivent les femmes, non seulement sur le milieu professionnel, mais partout. Donc, c'est une chose à encourager pour rappeler aux femmes leurs droits. Vous savez, c'est vrai, nous avons des devoirs, mais n'oublions pas que nous avons aussi des droits. Et ces thèmes tombent à pic parce qu'il y a un sérieux problème, il y a une réalité, surtout dans le monde professionnel où il y a beaucoup d'abus qui se passent, où les femmes sont victimes de beaucoup de choses. Et moi, je pense que non
vraiment, c'est une bonne chose de pouvoir organiser cette conférence pour pouvoir en parler, pour pouvoir conscientiser en fait les femmes face à ce qui se passe sur le milieu professionnel. Parce que c'est une réalité, ce sont des choses qui se passent réellement. Mais malheureusement, vous savez, notre société africaine réduit la femme au silence face à ces genres de choses, vous savez. C'est la femme elle-même qui s'est réduite en silence, ou bien c'est la société? Non, mais c'est la société, c'est la culture même africaine, parce que la culture africaine nous a dit en fait que la femme est là que pour subir. La femme ne doit rien dénoncer, elle doit subir en fait. Et avec ces genres de conférences, moi je pense que ça booste un peu, ça permet à la femme de comprendre que non, ce qu'elle est en train de vivre, ce n'est pas normal et qu'elle doit s'élever pour dénoncer parce que ce sont des choses qui sont condamnables devant la loi. Voilà. Alors, on entre dans le fond. On a vu dans les réseaux sociaux, en tout cas moi, je dirais que je n'ai pas vu où les femmes qui étaient présentes là-bas ont essayé de nous dire ce qui s'est passé réellement là-bas. Mais on était étonnés de ne voir que des photos. Hein. Moi, j'ai vu des photos de la première dame avec Maniké, j'ai vu des photos, ainsi de suite. Mais apparemment, vous nous donniez l'impression que c'était une séance de photos plutôt qu'une séance de mise à niveau, par exemple, une séance des recyclages, une séance de formation, d'un séminaire, mais on voit plus de photos. Même les femmes qui étaient là, elles sont en train de ne balancer que des photos avec la première dame. Je prends les cas de Maniké qui dit que c'est une grâce, ainsi de suite. En fait, je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas la faute à vous-même quand vous vous comportiez de cette manière? Non, mais si vous êtes des mauvaises femmes, monsieur le journaliste, non, il y a eu de vidéos, bien sûr, si vous êtes penché sur... Non, c'est ce que je vous dis, il y a eu des vidéos, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de tout suivre. Je vous invite d'ailleurs à aller sur les sites pour pouvoir en savoir un peu plus. Mais il n'y a pas eu que de photos. Mais Maniké, c'est qui, monsieur? Maniké, c'est une femme, non? Nous sommes pendant le mois de la femme. Donc, il est évident que non, qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait en fait cet engouement en fait, autour de cet événement. La présence de femmes est vivement souhaitée. Et d'ailleurs, on invite beaucoup plus aux femmes à participer à ces genres de choses pour avoir des outils, pour leur permettre d'affronter l'avenir. Moi, je ne vois pas pourquoi vous allez en faire tout un plat. Non, voilà. Je ne fais pas un plat. Nous sommes en train de réfléchir. Parce non, mais il y a eu des sujets très importants qui ont été abordés. Malheureusement, comme quoi? Moi, je n'ai aucune idée. Hein. Je n'ai même pas l'idée sur les intervenants. Hein. Où sont les intervenantes? C'est vrai que j'ai vu les images de Christian Bossembe qui a parlé tant que le président du CESAC, parce que ça concernait également les femmes des médias. Effectivement. Mais les contenus, on ne sait pas. On ne nous a pas balancé l'essentiel de ça. On a plus... balancer des photos. Non, on a parlé des réalités qu'elles rencontrent les femmes dans tout le milieu professionnel et partout, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes notre invité, vous êtes également femme. Qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces femmes qui n'étaient pas là, à présent, concernant... je sais que je ne vous en tiendrai pas compte que vous étiez là, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces femmes qui vous suivent, qui pourraient être intéressées de savoir un peu l'idée sur ce qui était dit là-bas? En fait, la première dame a voulu rappeler l'importance pour une femme de cultiver de valeurs, pour une femme de pouvoir se former, l'importance d'une femme à pouvoir prendre sa vie en main, en fait. C'est ça, en fait. La première dame veut nous rappeler l'autonomisation de la femme. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs, comme c'était le but de notre ONG. Donc, l'autonomisation. La femme peut aussi contribuer au développement de notre société. Elle doit être active dans la société et élaguer les antivaleurs, enfin, d'embrasser l'excellence. Donc, voilà un peu le message que la première dame a voulu nous rappeler pendant ce mois de la femme, précisément par rapport aux conférence qui se passe ces jours-ci. Alors, comme je disais, je reçois pour vous, je vis Mujinga Tishima. Nous sommes en direct. On parle de tout. On parlera également, on parle même de ça. Cette équipe Sama D, d'aucuns s'attendaient. C'est vrai que le président l'avait annoncé, mais ça avait pris un peu du temps. Là, il y a cette nouvelle équipe. On va parler de ça, mais on finit cette activité avec la première dame. Quel est l'impact de cette activité actuellement? Est-ce que les femmes qui étaient là ont réellement changé leur comportement? Désormais, elles voient des choses d'une autre manière? Ou bien ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau, une goutte
dans l'océan. Quel est l'impact, d'après vous, en observant même la toile? Parce que la plupart, en tout cas, on a invité des TikTokers, ainsi de suite. Est-ce que vous sentez déjà l'impact de cette activité 2, 3 jours après? Effectivement, parce que ces femmes-là ont changé leur façon de voir les choses, leur façon de travailler, parce que nous avons vu, surtout avec le TikTokers, Ouais. effectivement, il y a trop d'abus, il y a trop des antivaleurs. Et la première dame a voulu rappeler que non, voilà le travail d'un journaliste. Vous pouvez bel et bien faire votre travail sans verser dans les antivaleurs. Non, ils ne sont pas des journalistes pour la plupart. Des influenceuses, comme on les appelle. Mais les influenceurs, ils font quoi? Ils influencent aussi la masse. Donc, ils sont là, ils passent là des également, messages. il y a un débat, hein, en tout cas, quand on parle de l'influence, en tout cas. Bon, là, on va y revenir, mais seulement, moi, je pense qu'ils vont essayer d'adapter un peu, de changer leur façon de faire, en fait, par rapport à ce qui était hier. Ah, d'accord. Oui, oui. Alors, merci, on évolue, on prend Samadé. En fait, j'ai ici, oui, est-ce que Eric Wemba, dans son exclusive, oui, Jean-Pierre Bemba, oui, je vois la liste, en tout cas, de pratiquement tous les ministres, la liste des 52 membres du gouvernement. Merci beaucoup à Exclusif. J'ai dit encore, Belgodor, il faut dire à Eric Wemba de payer pour la promotion ici. Là, c'est Eric Wemba. Si vous avez besoin de savoir, de connaître les personnes qui sont promues par le président de la République, vous achetez Exclusif. En tout cas, c'est à la une. 52 membres du gouvernement. Je commence par lire cette page d'Exclusif. Félix Tshisekedi vient de réaménager son gouvernement. Jean-Pierre Bemba vient de réaménager son gouvernement. Point, oui, exactement. Jean-Pierre Bemba est nommé vice-premier ministre à la Défense, Vital Kamerhe est vice-premier ministre à l'économie nationale, Peter Kazadi à l'intérieur et Antipas Mbusa Nyamwisi est nommé ministre en charge de l'intégration régionale. Les journalistes sportifs, Kabulo prend le ministère des Sports, Daniel Asselo, Jean-Jacques Mbungani, Modéron Timba, Amato, Gisèle Ndaya, Serge Condé, parmi les figures débarquées du gouvernement. Voici la liste de ces 52 ministres. Alors, cette liste a été publiée, l'ordonnance a été lue très tard la nuit, vers minuit dépassé en tout cas. Quelles sont vos impressions? D'abord, on a réduit, c'est vrai qu'avant ce n'était pas 52, mais là nous sommes à 52. C'est sur base de quoi le président a essayé un peu de réduire la taille de son gouvernement? Non, parce que, monsieur, n'oublions pas que non, nous sommes un pays pauvre. Déjà, le fait d'avoir un gouvernement et les contextes, que ça ne permettait pas, en fait, ça faisait saigner le caisse de l'État. Donc, moi, je pense que non, c'était vraiment très urgent de pouvoir réduire la taille, afin de permettre que ce moyen puisse être affecté à d'autres choses un gouvernement trop grand qui consomme plus. Voilà. Ah, d'accord. C'était pour essayer un peu de réduire également. Mais moi, personnellement, je pense que, moi, c'est l'avis que je donne. Hein. Pour moi, je suis vraiment contre, parce que nous sommes à l'aube de l'organisation des élections. Il fallait justement attendre que les élections aient lieu, afin que nous puissions avoir le nouveau gouvernement. Ah, donc vous ne partagez pas l'effet qu'on puisse essayer Non, sur ces points, je ne partage pas, parce que pour moi, je me disais qu'il fallait attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des... C'est juste un réaménagement, non? On n'a pas changé le gouvernement complètement. C'est ce que je dis, il n'y a pas grand-chose, parce qu'il y a des figures qui reviennent, en fait. Et pourtant, c'est... Sur 100%, c'est 70 ans qui... Effectivement, parce que ces ministres, d'ailleurs, ils étaient pointés du doigt de ne pas faire bien, de mener bien leur mission, mais ce sont de mêmes figures qui sont revenues. Donc moi, je pense qu'il fallait justement attendre que les élections aient lieu, afin d'avoir un nouveau gouvernement, ou les personnes qui ont vraiment la volonté de pouvoir changer les choses dans ces pays. Parce que là, il n'y aura pas grand-chose, hein, moi je pense. Il ne faudrait pas espérer à grand-chose. Voilà. Alors, je vois ici, je prends, comme vous êtes dame, on commence également par les ministres dames. Hein. Je prends, c'est Marie, je pense, Marie-Rose Mutombo, qui est de la justice, c'est garde des Sceaux, qui garde son portefeuille. Vous êtes étonné ou bien vous partagez l'avis du président? Non, je partage l'avis du président, mais pourquoi c'est d'ailleurs la vision de chef de l'État d'avoir sur son gouvernement, dans son gouvernement, plusieurs figures féminines. Moi, je pense, si elle est compétente, pourquoi pas? C'est la compétence, là. En fait, je veux avoir votre avis. Elle est réellement compétente, selon vous, ou bien vous pensez que non, elle doit essayer un peu de recadrer certaines choses? Non, moi, je pense qu'elle doit recadrer les tirs, bien sûr. Parce que, vous savez...
le peuple ne trouve pas son compte en fait dans dans toutes ces nominations. Donc voilà pourquoi moi j'invite tous ceux qui sont là, qui se retrouvent là ou encore qui sont revenus dans le nouveau gouvernement de pouvoir prendre conscience que non, le peuple attend de le changement et qu'il est temps qu'il se réveille. Donc être là, nommé, c'est bien, mais c'est le travail qui compte en fait. Donc voilà. Ah d'accord, on prend portefeuille. Adèle Kaïnd. C'est vrai, cette dame serait indexée dans plusieurs rapports de l'IGF, de Jules Alinguete, notamment dans ces dossiers des communières, où on parlerait des bradages, des gisements, des cobalt, hein, je pense, ou coltan, un peu d'histoire comme ça. Alors, vous, comment est-ce que vous réagissez quand l'IGF qui essaie de traquer les détourneurs, ainsi de suite? C'est vrai que jusqu'à présent, elle est présumée parce que la justice qui établit les responsabilités. Mais c'est basé sur, par rapport aux enquêtes de l'IGF pointe du doigt à cette dame, ministre de portefeuille, mais le président reconduit quand même cette dame. Vous avez quelle lecture? Bon, en fait, c'est vrai que l'IGF est là, c'est notre sentinelle en fait, mais seulement c'est à la justice de faire son travail, c'est à la justice de s'épancher. Si la justice ne s'est pas prononcée sur ce dossier, moi je pense qu'on doit attendre, hein, on doit attendre justement que la justice fasse son travail jusque-là, parce que rien n'est encore concret. Voilà. Rien n'est encore concret, c'est vrai, mais la justice en question va se prononcer quand? C'est ça également le problème. On sent un peu des lenteurs de la part de la justice. Mais c'est à l'issue des enquêtes. Sûrement qu'il y a des enquêtes qui se poursuivent. On va voir l'issue de ce dossier. Voilà. Alors, on évolue, je pense. Non, Kipoulou Bernadette, formation professionnelle, je pense qu'elle reste. Ministre délégué PVH et Sambouirène, je pense qu'elle reste également. Ministre après le président de la République, Nana Manoanina, là je pense que c'est une nouvelle entrée. Alors, je prends également Amina Tanamassia au niveau de l'EPST, qui reste vice-ministre. Quelles sont vos impressions? En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'elle n'a pas sa place dans ces gouvernements. Mais monsieur, sur le terrain, sur le terrain, nous ne voyons aucun impact, monsieur. Il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Elle reste dans l'ombre de son titulaire, c'est normal, non? Mais nous avons besoin de personnes qui travaillent et non qui restent dans l'ombre. Voilà. Mais sur le terrain, Madame Namassia, d'ailleurs, on n'entend pas parler d'elle. Mais sur papier également, les vice-ministres ne peuvent agir mieux que quand les ministres est en déplacement, c'est-à-dire quand les vice fait l'intérim. Là, on constate que son ministre est à tout moment présent et il pourra agir comment? C'est ça également la question. En tout cas, je n'ai rien contre madame, mais moi, personnellement, je trouve que sa nomination n'a pas... Sa reconduction même. Sa reconduction, bien sûr, elle était là, mais elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace et le pays a besoin de personnes actives qui peuvent l'amener à l'évolution. Mais madame Namassia, elle est presque absente. En tout cas, c'est un mauvais choix par rapport à ce que je pense. C'est un mauvais choix. Alors, on prend l'entrée également de Wivine Moleka, vice-ministre au niveau des hydrocarbures. Ouais. Sûrement, laissons la chance à Madame Moleka. On va voir qu'est-ce qu'elle peut donner comme rendement. Voilà, on ne peut pas se prononcer maintenant, vu qu'elle n'a pas encore travaillé. Mais du fait de son expérience déjà au Parlement, elle a un grand journaliste au Parlement. Oui. On pense que non, elle peut nous être utile dans ces domaines, en fait, parce qu'elle a pas mal d'expérience, c'est la dame. Donc, voyons voir ce qu'elle peut... elle peut nous produire comme résultat. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est, vous allez certainement le dire, qui la nomination de M. Vital Kamere, je pense. Ah, d'accord. Ouais, allons-y, on évolue. Ouais, effectivement, en tout cas, je pense que ça fera couler beaucoup d'encre. Oui, on va en venir. On prend Mme Eve Bazaïba, qui reste également au niveau de l'environnement. C'est vrai qu'elle n'est plus VPM. Actuellement, elle est maintenant ministre d'État. Je me pose moi-même la question de savoir pourquoi est-ce qu'avant, c'était VPM. Actuellement, c'est ministre d'État. Et également, la défense, avant, ce n'était pas la vice-primature. Donc, actuellement, c'est la vice-primature. L'économie, également, avant, ce n'était pas la vice-primature. Mais actuellement, c'est la vice-primature. C'est du fait du poids des gens qui sont promus, nommés actuellement. En tout cas, je me pose des questions là-dessus. Alors, merci beaucoup. On prend Eve Bazaïba. Vous pensez qu'elle est
Non, qu'elle non. faisait mieux son boulot. Effectivement, maman Eve Bazeb est parmi le ministre qui se sont distingués Ah, d'accord. oui, oui, dans le gouvernement Sama. Hein. En tout cas, je pense qu'elle a sa place, elle peut mieux faire. Elle peut mieux faire, Madame Eve Bazeb. C'est pas n'importe qui, hein. C'est une femme qui a beaucoup de compétences. Donc, elle peut nous surprendre encore, je Ah, pense. elle peut surprendre encore. Oui, oui. Alors, ici, il y a un message. Bonjour, Monsieur Glamik. Au sujet de la vice-ministre de l'EPST, laissez Amina Tanamasi Anayopé. Alors, c'est monsieur écrit ceci. Bonjour, Monsieur Glamik. Au sujet de la vice-ministre de l'EPST, à quoi servent certains postes de vice-ministre? Je ne sais pas, vous voudrez qu'on puisse supprimer ces fonctions de vice-ministre au niveau de l'EPST? Moi, je ne pense pas. Hein. Je pense que les postes doivent être là. Et la dame, moi, je pense qu'elle pourrait mériter également. On prend vite fait, hein, on vient alors par Vital Caméré, qui est maintenant... Vital Caméré, lors de l'accord FCC Cash, Vital Caméré, selon les conclusions, soit selon ce qui s'était dit là-bas, Vital devrait normalement être Premier ministre du fait que la majorité n'était pas en faveur de la majorité présidentielle, c'est-à-dire le président. Vital Caméré était le directeur des cabinets. On est tous au courant de ce qui était arrivé. Vital Caméré, dans ce gouvernement Samadé, il revient comme ministre VPM de l'économie. Vos impressions? En fait, la nomination de M. Vital Caméré, ça choque, hein? Parce que oui, je sais que ça va faire couler beaucoup d'encre et salive. Non, monsieur Vital Caméré a un passé sulfureux, monsieur Vital Caméré. Un passé sulfureux. Mais bien sûr, monsieur Vital, nous savons tous ce qu'a été monsieur Vital Caméré. Nous savons tous son parcours. Nous savons tous à quoi nous avons été confrontés par rapport à toutes ces accusations qui pesaient sur lui. Moi, je pense que il ne fallait pas. C'est une faute, en fait, parce que l'image d'abord... Donc, le président... on a trompé les présidents, mais les présidents lui-même nous disaient que non, Vital Caméré devrait jouer un rôle très important dans les jours. Mais vous savez, monsieur il est vrai que la justice avait innocenté monsieur Vital Caméré. Mais par manque de preuves, en tout cas. Effectivement, mais où sont nos 57 000? Parce qu'on aurait accepté si nos 57 000 a été retracé et remis dans la caisse de l'État, 57 millions. Voilà, jusqu'à présent, nous ne savons pas retracer. Là, ce n'était qu'un seul projet, alors, les maisons préfabriquées. Aussi longtemps, les 100 jours étaient vraiment un programme. Des histoires de sauts des moutons et tout, il y a eu des détournements. Normalement, dans d'autres pays, M. Caméré devrait un peu disparaître de la scène politique, en fait, et laisser place à d'autres personnes de travailler, parce que le soupçon qui pesait sur lui, même si à la fin des comptes, il a été innocenté, mais moi, je pense que moralement parlant, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, c'est une prime à l'échec ou comment? Parce que les autres risque de penser que non, dans ces pays, il faut faire des détournements, il faut faire du mal pour être promu. C'est quand même un partenaire privilégié du président. Il est avec les présidents dans ses combats pour la conquête du pouvoir. Hein. En tout cas, c'est grâce à lui également, on a vu également, il s'est effacé pour les présidents, au profit du président de la République. Moi, je pense que vu les choses qui pèsent sur lui, M. Vital Caméré devrait ne pas être, en fait, sa présence dans ces gouvernements n'est pas important, parce que la confiance, vous savez, la confiance depuis. Il y a eu cassure en fait entre lui d'abord et les peuples parce qu'on sait plus lui faire confiance. Voilà. On ne sait plus faire confiance à Vital Caméré. Oui, on ne sait plus lui faire confiance. Vous pensez vraiment? Ah, effectivement. Moi, je l'ai vu dans la tournée au niveau de l'Est et là-bas, très adulé. Hein. Mais l'Est n'est pas le Congo, monsieur Gramit. L'Est n'est pas le Congo, c'est vrai. Pour effacer ce qui est dans notre mémoire, c'est très difficile parce que... mais qu'est-ce qui pourrait cacher la nomination de Vital Caméré? Je ne sais pas, d'après vos analyses, c'est vrai que vous êtes contraint, mais si vous analysez, on prend une autre part des manches, comment est-ce que vous pourriez y réfléchir? Qu'est-ce qui cacherait la nomination de Vital? Les arrangements politiques, vous savez, M. Caméré, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui pèse aussi sur le camp. Effectivement, peut-être le choix du président est par rapport à ça, est motivé par rapport à ça, mais par rapport à l'opinion du peuple, moi je pense que ça va pas, c'est une pilule qui ne va pas passer en fait. Ça va jaser en fait. Ah, ça va faire jaser. Monsieur Vital Caméré Kaningini, DG de Moïzouba, je vous salue. Alors, on prend les nominations également. Il y a certains qui estiment également deux anciens rebelles qui entrent dans ce gouvernement. Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus rien. Monsieur Jean-Pierre Bemba, désormais
qui prend la défense. Quelles sont vos impressions? Vous pensez que c'est un bon choix du président de la République? Bon, nous faisons le président confiance, hein, nous lui faisons confiance, bien que M. Jean-Pierre Mbemba, vous savez, comme M. Vital Kamerhe et M. Jean-Pierre Mbemba aussi a été dans la rébellion, nous craignons qu'il y ait encore d'autres mouvements qui vont naître par rapport à sa présence là-bas. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé le président à faire ce choix, mais bon, nous attendons voir dans les résultats. Peut-être parce qu'il a été... Mais Jean-Pierre avait dit que non, pour lui, la lutte armée, en tout cas, ça ne l'intéresse plus, hein, ça ne l'intéresserait plus. Hein. Bon, on va voir comment il va travailler. On va voir comment. Est-ce que ce n'est pas même l'effet d'être un ancien rebelle qui pousserait le président de les nommer là? Parce que vous savez, la défense, c'est pour essayer un peu de mettre... Sûrement, il a la maîtrise de certaines choses qui nécessiteraient que lui, par rapport à ses connaissances, qu'il soit là. Certainement. Ça n'était pas une surprise pour vous de voir le poids de Jean-Pierre Bemba, qu'il soit ministre, aussi longtemps dans un même gouvernement où on retrouverait également, bon, je ne dirais pas ses poulains, mais on prend ces termes-là. Lui, c'est un président d'un parti politique, un poids lourd qui se retrouve également dans un même gouvernement avec Eve Bazaïba, qui est, on doit se dire, parmi ses membres du parti. Est-ce que ça ne vous est pas étonné de voir l'essence, bon, moi je pourrais dire l'humilité, la simplicité de Jean-Pierre décomposée dans ses gouvernements? Bon, sûrement, monsieur, aussi, il a peut-être il veut se racheter, peut-être, monsieur Jean-Pierre. Il veut se racheter? Oui, auprès de la... quoi Non, par rapport à tout ce qu'il y a eu, des rébellions et tout, peut-être il veut se laver, il veut maintenant donner du sien pour que, peut-être pour la guerre à l'Est, c'est plus pour ça, non? Nous allons le voir. Sûrement, il va apporter sa pierre pour la fin de cette guerre, je pense. Est-ce que, avec tout ce que nous connaissions, avec cette histoire de l'EAC, est-ce que Jean-Pierre Bemba aurait des mains libres pour agir? Avec cette histoire de l'EAC qui essaie un peu d'interférer, la communauté internationale également, est-ce que Jean-Pierre aurait des mains libres pour mener bien ses actions, son action? Nous allons le voir, nous allons le voir. Moi, je pense que, comme le président l'a nommé, sûrement il y a des raisons et nous allons les constater au fur et à mesure. Voilà. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous attendiez de lui? Par exemple, je prends les cas. Vous suggérez à Jean-Pierre qu'il propose au président de la République les retraits de l'EAC ou non? Parce que l'opinion se pose également des questions là-dessus. Qu'est-ce que nous faisions toujours dans l'EAC? L'état des sièges également. Le président a reçu les notabilités, les notables de l'Itourie. Le président l'a dit si clairement. Si vous pensez que ça ne donne pas, ça ne produit pas des résultats, essayez également de faire appel à moi, suggérer pour qu'on essaie de voir pour lever. Qu'est-ce que vous suggérez à Jean-Pierre Bemba face à l'état des sièges et face à cette histoire de l'EAC? Bon, en fait, face à l'état des sièges, je pense que, vous savez, M. Jean-Pierre Bemba, c'est un homme très compétent, quelqu'un de très compétent à la matière. Je pense qu'il va apporter son expertise, en fait, par rapport à ça. Et par rapport à l'EAC, moi je pense qu'à l'heure actuelle, il serait pas encore, on ne peut pas se prononcer, on doit les laisser faire, parce qu'il va amener de nouvelles stratégies. Nous allons à la suite du temps voir ce qu'il va proposer et ce que ça va donner. Pour l'instant, on les laisse d'abord faire. D'accord. Pour également les cas de Mboussa Nyamwish, également un ancien rebelle nommé comme ministre en charge de l'intégration régionale. Alors, quelles sont vos impressions? Bon. C'est un grand leader de l'Est là-bas. Hein. Effectivement, nous approchons des élections, hein, ce qui est sûr. Donc, il y a certaines nominations qui sont purement stratégiques. Hein. Donc, c'était pas vraiment la personne qu'on aurait choisie, en fait, qui a la confiance du peuple. Mais comme je vous ai dit, vous êtes également déçu de sa nomination? Effectivement. En tout cas, c'était pas vraiment la personne la mieux placée, en fait, vu son passé également. Mais est-il que non, c'est un choix réfléchi du président? On va essayer de voir. Mais selon des informations, il maîtriserait en tout cas une bonne opinion au niveau de l'Est,
Pourquoi pensez-vous que l'Est, c'est les Congo? Il n'y a pas que l'Est, monsieur Grammy. Mais ça fait partie également du Congo. Oui, mais... La représentativité, la géopolitique, non? Non, il y a combien de provinces? Si vous prenez l'Est, non, c'est pas, faudrait pas toujours voir l'Est, il y a d'autres provinces, il y a d'autres avis qui peuvent compter, il n'y a pas que de là. Mais on va, comme je vous ai dit, ce sont des nominations purement stratégiques, nous sommes à l'aube de l'organisation des élections, c'est calculé. Donc, essayons un peu de voir ce que ça va donner. Bien qu'il y a pas, nous n'avons pas assez de temps, il nous reste quelques mois, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter de concret? On en saura plus. Alors, on prend également Patrick Mouyaya, qui reste comme porte-parole du gouvernement. Cher ministre des Civilités, alors, quelle est votre lecture concernant les cas de Mouyaya? Monsieur Mouyaya, j'aurais voulu même que monsieur Lambert Mende revienne. Hein. Oh, comment effectivement. Ça? Lambert Mende encore? Bon, il y aurait une autre personne, bien sûr, on aurait peut-être, mais pas monsieur Patrick Mouyaya, parce que c'est l'un des médiocres parmi... effectivement. Effectivement, il confond. En fait, je ne sais pas si c'est le pulsion de la jeunesse ou comment. C'est qui? C'est l'un des médiocres. Effectivement, il est en train de confondre. Effectivement, il confond beaucoup de choses, monsieur Patrick Mouyaya. Il n'est pas efficace, il n'a apporté pratiquement rien. Les changements des narratifs. Monsieur, sur le papier, dans le concret, nous ne voyons rien. Monsieur Patrick Mouyaya, il est là, il ne s'est pas vanné, mais dans le fond, dans le travail, on ne les retrouve pas. En tout cas, moi, c'est l'un des ministres que je n'aurais pas voulu le voir dans reconduit. Mais malheureusement, il est là. On va voir. Bien que moi, je n'espère pas grand-chose de lui. Alors, on prend également Petentik avec Kibassa Maliba. Kibassa Maliba. Qui est reconduit au niveau de Petentik. Monsieur Kibassa par rapport au RAM aussi. Hein, vous savez, la population... c'est lui, mais le monsieur a dit que ce n'est pas lui. Il a dit que non, lui ne gérait pas cet argent des RAM. En tout cas, ça ne va pas passer non plus auprès de la population par rapport à cette histoire de RAM. Vous savez, ça reste ambigu. Il n'y a pas eu des explications claires qui peuvent les laver de tout soupçon, mais... c'est pas un bon choix, mais voyons voir. Lui également, ce n'est pas un bon choix. Oui, c'est pas un bon choix, mais voyons voir. Kibassa Maliba, Augustin. Moi, je ne fais que lire des noms. Hein. Oh, Gramic. Aujourd'hui, moi, je ne parlais pas. On finit, en tout cas. Bon, on ne finit pas, mais il y a d'autres sujets d'actualité qu'on pourrait parler. Mais concernant cette équipe Samadé, on finit. Vous êtes jeune également. On prend Yves Bunkoulou, qui est reconduit au niveau de la jeunesse. Oui, malheureusement, vous savez, monsieur Yves Bunkoulou, il est de la jeunesse, mais il n'y a aucune stratégie. Il ne fait absolument rien par rapport aux jeunes. Il a organisé la rencontre entre les prisonniers et les jeunes, non? Mais ce n'est pas suffisant. Les jeunes avaient l'opportunité de parler. Non, ce n'est pas suffisant. Vous savez, nous sommes un pays où la majorité de la population est jeune. Il faut mettre en place de choses qui peuvent permettre cette jeunesse à s'épanouir. Ce n'est pas organiser quoi que ce soit. Vous pensez que non, c'est ça faire un bon travail. Non, il y a beaucoup à faire. À sa place, vous feriez quoi? En tant que jeune, si vous êtes ministre de la jeunesse, dans les contextes congolais, vous ferez quoi? Moi, par exemple... Pas dans les contextes de l'Occident, dans les contextes congolais, vous ferez quoi? Proposer des centres de formation surtout. Vous savez, avec ces jeunes qui se pavanent ou bien qui versent dans les antivaleurs, vous savez, s'ils ont un métier, c'est ça en fait... un métier, la création des emplois, c'est très important pour occuper ces jeunes parce qu'ils auront beaucoup apporté. Ça va augmenter notre pouvoir d'achat si chacun de nous se retrouve. Même le plus jeune, il sait quoi faire. Je pense que ça va nous épargner à beaucoup de choses. Vous savez, donc créer des centres de formation dans lesquels les jeunes vont apprendre de métiers, dans lesquels les jeunes vont savoir se prendre en charge. C'est là où on l'attend. Ce n'est pas organiser de conférences ou quoi que ce soit qui va aider le pays à avancer. Moi, personnellement, je l'attends là, en fait. Créer des emplois, la création des emplois, proposer, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que la création des emplois, c'est également pour lui? Mais bien sûr, c'est le gouvernement en général, c'est la politique du gouvernement en général. Bien sûr, mais il peut proposer au travers de lui, il peut y avoir des projets qu'il peut soumettre et qui peuvent obtenir l'aval du gouvernement pour pouvoir être financés, c'est ça. Alors, on prend très vite. Là, on pourrait revenir après Samadé. On entre dans cette affaire, dans cette confusion entre Denis Kadima et Corneille Nangaa. Corneille Nangaa se garde
retiré. Depuis hier, Corneille Nangaa parle d'un droit étant qu'ancien président de la CENI qui doit être protégé. Kadima dit que Nangaa était protégé, c'est vrai, comme ancien président, mais dès lors qu'il est devenu politique, il n'a plus en tout cas droit à cette garde. Mais la défense de Nangaa contredit Denis Kadima en évoquant bien sûr la loi portant statut des anciens chefs de l'État et également des chefs des corps. Quelle est votre lecture dans ces dossiers? Qui a tort, qui a raison? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est la politique qui domine après les différentes sorties médiatiques de M. Corneille Nangaa? La politique domine, bien sûr, mais M. Corneille Nangaa est en train de se perdre, en fait. Depuis peu, ces sorties médiatiques, en tout cas, il y a trop de la médiocrité, en fait. Parce que lui, effectivement, lui, il est tenu à un devoir de réserve. Mais les devoirs de réserve a un temps, non? Bien Ça sûr. fait déjà plus de 3 ans qu'il a quitté la CENI. Non, mais il dit des choses quitte à mettre le pays en fait ensemble. Parce que, mais on doit écrire l'histoire avec la vérité. Non, mais c'est fait à dessein. Vous savez, monsieur... c'est fait à dessein. Oui, effectivement. Pourquoi il vise quoi, selon vous, si c'est fait à dessein? Monsieur Corneille Nangaa est en train de se rébeller, en fait, contre le pouvoir en place. Il est en train de se rébeller contre le pouvoir. Effectivement. Donc, il cherche de voir... Oui, il cherche de voir des moyens pour jeter le discrédit sur le pouvoir, le régime actuel. Mais bon... moi, je pense que M. Denis Kadima a raison parce que dès lors qu'il a créé son parti politique, M. Corneille Nangaa, donc moi, je pense que non, il revient comme un citoyen lambda. Il a décidé d'emprunter un autre chemin. Donc, moi, je pense pourquoi il devait encore avoir de garde à sa disposition. Donc voilà, il a embrassé un autre chemin, il est sorti du cadre. Donc normalement, il ne doit plus bénéficier de faveurs qu'il avait bien avant. Voilà. D'accord, alors, on prend ces messages. Bonjour, Monsieur Kamer n'est pas quelqu'un à qui faire confiance pour la réussite de ces régimes. Pour ne pas dire la réussite de la République, parce qu'il est jusque-là le bouchon des câbles, je ne sais pas, qui travaille pour l'échec du régime Tshisekedi, en créant des techniques pour déstabiliser les vies des Congolais. Ce faisant, je pense que mon président Fachi ne devrait pas faire confiance à Kamere en lui donnant les postes du problème actuel du pays. Vous me donnerez raison. C'est vrai, j'ai dit que je reviendrai sur ça parce qu'on doit essayer un peu de cogiter sur les temps qui restent avec quelles pourraient être les actions clés que ce gouvernement peut mener pour essayer de juguler ne fût-ce cette crise, parce qu'on sait bien, surtout la situation de l'Est et la situation sécuritaire avec l'inflation. L'inflation, tous les prix pratiquement dans les marchés sont à la hausse. On va parler de ça. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes très nombreux de suivre cette émission. On prend également les séjours de Sarkozy. Ouais. Ici, l'ancien président français, c'est vrai qu'un média étranger a dit que c'était une mission diplomatique, mais là, la présidence a réagi. Tina Salam a dit que ça n'avait rien à voir avec, c'était une visite privée et non même sur l'initiative du président de la République. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas, il était venu pourquoi, c'était à sa propre initiative. On l'a vu avec le président de la République, on l'a vu avec Nicolas Kazadi, on l'a vu avec Didier Boudimbu. Alors, comment expliquer qu'une visite privée, mais il rencontre des officiels et surtout dans leur bureau? C'est ça également la question. Heureusement que c'est une visite privée, hein. Madame Salam l'a bien dit, mais seulement, moi je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien à attendre de la France en fait, vous savez. À l'heure actuelle, il n'y a rien à attendre. Effectivement, et surtout pas de monsieur Nicolas Sarkozy. Monsieur Nicolas Sarkozy qui est à la base d'ailleurs de beaucoup de troubles dans plusieurs zones en Afrique, voilà. Monsieur Sarkozy n'a rien de... Vous savez, ce sont des intérêts. Monsieur Sarkozy, peut-être il vient pour ses intérêts, mais moi je pense que le gouvernement le président ou encore le gouvernement congolais ne doit pas s'alarmer. Il a dit d'essayer une visite une visite qui est non officielle, privée. Oui, heureusement, mais seulement s'il y aurait quelque chose d'autre en dehors de ça, moi je pense qu'il y a lieu de décourager en fait ces personnes qui attendent de lui quelque chose de concret ou encore
des apaisements entre le Rwanda ou Kigali, Rwanda et la RDC. Moi, je pense que il est loin d'être la personne qu'on attend pour en fait organiser ce genre de choses en fait. En fait, cette visite a également essayé d'inquiéter un nombre de la population, un bon nombre de la population, qui pense que Nicolas Sarkozy, en 2009, président de la France, quand il était venu ici pour la francophonie, il a tenu des propos qui essaient un peu de crisper la population, de frustrer la population, en disant que les richesses de la RDC devraient être un bien mondial, être partagé par tout le monde. Vous pensez de la même manière que la population que ce monsieur serait une personne en Angleterre dans ces pays? Effectivement, monsieur, non seulement dans ces pays, aussi dans le continent africain. Voilà, monsieur Nicolas Sarkozy a beaucoup plus fait du mal. Et puis, en fait, ce sont des personnes qui militent pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas partagé, en fait. C'est pour leurs propres intérêts qui sont là. La RDC ne doit partager ses richesses avec le monde. Moi, je trouve que c'est des mauvaises fois à dire une chose pareille. Parce que il y a des délimitations, on a délimité, en fait. La RDC, nous avons la partie est de la RDC appartient à la République démocratique du Congo, bien sûr. Mais pourquoi nous devons partager des ressources? Non. Mais c'est les mêmes mondes qui vous aident également quand vous avez des problèmes. Quand vous allez emprunter de l'argent au niveau du FMI, Banque mondiale, ainsi voilà de suite, pourquoi moi je dis, c'est le monde qui vous aide. À l'ère actuelle, il faut que la République... Quand ils vous donnent des dons, là c'est normal. Effectivement, quand mais il faut refuser... Mais il faut arriver à refuser ça, toutes ces choses. Il faut maintenant qu'on arrive à se prendre en charge, qu'on se rende à l'évidence que nous n'avons rien à attendre, non seulement de la France, même du reste du monde. Parce que nous avons vu certains pays, même de l'Europe, se rangent derrière le Rwanda. Donc nous sommes orphelins. Hein. Nous n'avons personne sur qui compter. Mais pourquoi nous allons toujours continuer sur cette lancée? Moi, je me dis, il faut se prendre en charge. Il faut mettre des stratégies qui vont nous permettre de pouvoir nous défendre. Donc, attendre la diplomatie par-ci. La diplomatie n'a pas payé, monsieur Gramic. Ça fait combien de temps que nous sommes en train... Le président a beaucoup voyagé, mais pour ensuite rien avoir de concret. La diplomatie n'a pas payé. La diplomatie n'a pas payé. Mais là, c'est quand même fort. Oui, effectivement. À l'heure actuelle, il faut mettre en place d'autres stratégies. Il faut arrêter avec ces partenariats c'est unilatéral, en fait. Ça nous profite à quoi? Voilà. Alors, qui cacherait, en tout cas, on prend les séjours également, on prend les séjours Sarkozy, Macron et tout, mais qui cacherait ces balais diplomatiques qu'on constate à la veille des élections 2023, qui pourrait cacher toute cette présence des officiels du monde qui arrivent ici à Kinshasa? Non, ce n'est pas seulement par rapport aux élections. Moi, je pense que c'est plus pour la guerre entre la RDC et le Rwanda, s'il faut le dire. Ça a toujours été le cas depuis 1994. Mais ça prend des proportions inquiétantes, monsieur Gramic. Voilà pourquoi peut-être le monde extérieur veut s'immiscer pour savoir comment trouver un compromis entre le pays agresseur. Moi, je pense que c'est dans ce but, c'est dans ce démarche. Mais il n'y a rien d'autre, en fait. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez également que nos autorités sont conscientes de ce que vous vous dites ici? On ne peut plus rien attendre de la France, mais quand vous dites ça également, c'est la France qui nous a aidés avec la résolution pour la levée de ces régimes de notification. Est-ce que vous pensez que les autorités sont des connivences avec vous, sont des mèches avec vous, quand vous dites qu'on ne peut plus rien attendre de la France? Mais je pense qu'ils sont conscients de ça, monsieur Gramic, mais seulement ils essayent de jouer la dernière carte, en fait. Donc voilà, tenter le tout et pour tout. Mais seulement la suite va nous donner raison, nous, la population qui voyons d'un mauvais œil la présence de tous ces officiers qui viennent pour, en fin de compte, ne rien bénéficier, en fait, par rapport aux résolutions qui sortent de là, qui ne sont pas mises d'application, il n'y a rien du tout. Moi, je pense qu'ils vont s'en rendre compte au fur et à mesure. Bien qu'ils sont conscients, mais peut-être laissons la dernière chance, voyons voir. Voilà. Comment vous réagissez quand la plupart de ces officiels, quand ils arrivent ici, ils nous disent clairement que le problème du Congo, c'est d'abord nous-mêmes. On ne doit pas essayer un peu de compter beaucoup plus sur la communauté internationale. Macron l'a dit, nous sommes incapables d'organiser notre système de défense depuis bien longtemps. Il a dit même, c'est vrai que ça pourrait choquer, mais ce sont des vérités. Depuis 1994, on est incapable d'organiser notre système de défense. Ce n'est pas la France. La délégation du Conseil de sécurité a dit la même chose, qu'on ne peut
qu'on ne peut pas attendre beaucoup plus de la MONUSCO. Mais aussi longtemps, on a vu notre officiel ici, M. Lutundula, qui a dit clairement on a besoin beaucoup plus du renforcement de la MONUSCO. Et puis bon, là, ça pourrait essayer un peu de faire les jeux. C'est ce que je dis, monsieur, il a purement raison. Ce sont des vérités que nous ne voulons pas entendre. Macron l'a dit carrément. Quand est-ce que nous allons toujours dépendre de la communauté internationale? Quand est-ce que nous allons toujours dépendre de d'autres organisations? Non, il faudrait que nous, on puisse s'organiser, on puisse prendre notre responsabilité. Parce que quand on est dans un gouvernement, quand on est, par exemple, chef de l'État, c'est pour apporter des solutions, c'est pour monter des stratégies. Ce n'est pas toujours attendre que non, on vienne vous aider alors que vous-même, vous n'avez pas mis en place des choses qui peuvent vous permettre de faire face. Voilà. Par rapport à la défense, par exemple. C'est malheureux parce que, vous savez, nos soldats, d'abord, ils sont pas bien payés, ils ne sont pas bien équipés. On vient de lever l'embargo, mais jusque-là, l'achat des armes, je ne pense pas que non, ça a été... On ne peut pas les dire à la télé qu'on a acheté des armes. Oui, mais ça s'est sauré sur le terrain, M. Gamik. Ça s'est sauré sur le terrain si les victoires sont remportées. Jusqu'à présent, Bunagana est toujours sous occupation. Donc voilà, on saurait s'il y avait une avancée dans ce sens que, voilà, il y a eu victoire sur tel territoire, mais jusqu'à présent, nous sommes en train de stagner. Donc, ça prouve que non, nous n'avons pas encore mis en place de nouvelles stratégies ou bien de nouveaux éléments qui peuvent permettre de déclencher, de décanter plutôt la situation. Voilà, nous sommes restés juste sur le point de départ. Voilà. Vous êtes de quel bord politique, de quel camp? En fait, moi je suis du centre en fait. Je suis du centre. Il n'y a pas de centre ici. Il y a l'Union Sacrée, il y a la Mouka. Non, moi je suis. Non, il y a FCC, non? Je suis du côté de la population, monsieur Gramé. Du côté de la population. Mais seulement, je félicite, j'essaie de féliciter ou bien d'encourager les bonnes actions qui sont menées dans le gouvernement. Et si ça, bien sûr, ça soulage la population. Et quand il y a des choses à fustiger, moi je pense que je le dis tout. Je n'avale pas ma langue, en fait, pour dénoncer le mal qui est fait. Voilà, parce qu'en fin de compte, c'est la population qui doit trouver compte, monsieur. Vous savez, on peut bien parler de l'amour, on ne peut pas être fanatique des gens. C'est la population qui souffre, parce que à l'heure actuelle, tout est devenu cher sur le marché. Moi, je pense que non, les ministres et tous ces gens-là qui sont au gouvernement et consorts, ils vivent bien, ils ont de provisions, mais c'est les citoyens lambda qui est en train de souffrir. Donc, quand il faudrait parler des choses, il ne faudrait pas nous dire non, voilà, nous sommes de l'opposition, nous sommes de la majorité, nous sommes de la Moukao. Non, moi je suis dans la population parce que je vis avec cette population qui souffre. Et le panier de la ménagère actuellement est en grande souffrance. Moi je pense que le nouveau gouvernement qui est reconduit doit vraiment s'atteler là-dessus parce que on n'en peut plus, quoi. Voilà. La population en a marre, vraiment. Ah d'accord, je dois lire un message ici qui était un peu également intéressant. J'ai vu, c'était quoi encore les messages en question? Nous sommes en direct, hein, les numéros est là, plus 243 82 41 59 et 117, débat pour la nation. Je suis avec Madame Jovi Mujinga Jishima. Bonjour Kamik, c'est Antonio Babole. Je voulais juste dire à la dame d'enlever l'idée là que Kamer est un voleur. Son seul péché est d'avoir caché les noms du vrai voleur. Donc pour ce monsieur, il faut que vous puissiez enlever l'idée que Kamer était un voleur. Le péché de Kamer était simplement parce qu'il n'a pas voulu exposer les vrais voleurs. C'est ce que ce monsieur a dit. Eh bien, s'il n'a pas voulu exposer les vrais voleurs, c'est qu'il est complice. On parle là maintenant de la complicité, en fait. Ouais. Il est complice. Voilà, un complice. C'est devant la loi, il est coupable parce qu'il ne veut pas dénoncer pour le bien de tous. Voilà. Alors, vous qui nous suivez, en tout cas, ne m'écrivez pas les noms du vrai voleur. Hein? Alors, on prend également l'actualité qui a fait également jaser hier avant la sortie du gouvernement. La justice acquitte. Là, c'est encore exclusif. Hein, en tout cas, je vous recommande de consulter beaucoup plus ce journal papier de notre frère Eric Wemba. Tété Thérèse. Alors, c'est ça, exclusif, qui titre ceci. RDC, la justice acquitte Kayombo, ancien DG de la SNEL, poursuivi pour détournement.
Qu'est-ce qui se passe d'après vous avec la justice? C'est vrai qu'il y a beaucoup de dénonciations, il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup d'enquêtes, il y a des détournements, mais tous ces gens-là, quand ils vont en prison, après quelques jours, quelques mois, ils sortent, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les problèmes sont au niveau de nos magistrats, instructeurs qui n'arrivent pas à bien mener des enquêtes. Par exemple, les cas de ce monsieur, on dit que les dossiers vides, il n'y a pas de preuves. Camer également, il n'y avait pas de preuves. Eteni Longondo, la même chose. Vidi et Chimanga, la même chose. En tout cas, la liste devient de plus en plus, en tout cas, longue. En tout cas, grande est notre déception, M. Gormalik, de constater ce genre de choses. Parce qu'il est vrai que non, à la prise de fonction du chef de l'État comme magistrat suprême, nous nous sommes dit, voilà, l'instauration d'état de droit, on en a créé l'état de droit jusqu'à ce qu'on redescende sur terre. Parce que nous avons vu avec M. Vital Kamerhe, nous avons vu avec M. Willy Bakonga, nous avons vu, on se demande si, en fait, on revient carrément à nos vieilles habitudes. Parce que l'état de droit qu'on a prôné, qu'on a créé, je pense que non, c'était qu'un simple slogan. Dans les faits, il n'y a rien du tout. Moi, j'aurais même voulu qu'on ne puisse pas condamner ces gens, les laisser carrément. Parce que quand on vient en condamne, bien sûr, monsieur, mais pourquoi, quand on fait un travail, il faut aller avec jusqu'au bout. Il faut aller avec jusqu'au bout. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'un monsieur qui a été arrêté pour détournement, l'argent n'a pas été retrouvé. Et 2 mois après, on le voit circuler dans les rues de Kinshasa. Carrément, quoi, comme si rien n'était, monsieur. C'est donner une mauvaise image de notre justice. Moi, je pense, notre justice, on pensait que non, il y a eu de nouveau un changement, mais moi, je pense qu'on revient dans nos vieilles habitudes, on revient dans des choses qu'on a dénoncées hier. Il y a plus de différence entre la justice de Kabila et la justice qu'on est en train de voir maintenant. Voilà, il y a vraiment l'instrumentalisation. Donc, il y a beaucoup à faire dans ces domaines, dans ces secteurs. Mais bon, espérons que le chef de l'État comprenne que l'air est grave et qu'il faut opérer des changements dans ces secteurs. Voilà un peu. Mais sinon, on est vraiment déçus. Parce que moi, je croyais vraiment jusqu'au bout à l'état de droit, surtout. Surtout avec l'arrestation. Et vous ne croyez plus? Non, je ne crois plus. L'arrestation de qui, vous dites? Je dis, avec l'arrestation de M. Vital Kamerhe, c'était, je pense, il y a 2 ans, 3 ans, on pensait vraiment que non, la machine a démarré et que nous allons vers de nouvelles choses. Mais malheureusement, au fur et à mesure, la justice nous a prouvé combien il était impartial, voilà, combien il était tout sauf là où on l'attend. Voilà, parce que les voleurs sont toujours en liberté. Ça choque, hein? Ça choque. Alors, ça choque. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes nombreux. Alors, on prend également la rentrée parlementaire. C'est vrai, la rentrée de tous les enjeux. Oui, on en parle. Ne vous inquiétez pas, on parle de tout. On prend la rentrée parlementaire. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est vrai qu'au niveau du Parlement, Mbosso a dit qu'on doit débattre sur cette loi Tiani. C'est vrai que plusieurs députés étaient contre, même les présidents également avant, je ne sais pas si les présidents ont toujours cette même opinion, les présidents étaient également semblés être contre cette loi. Tiani Mbosso dit que nous sommes tous des Congolais, on doit essayer de débattre sur cette question. Il y a également la loi sur la répartition des sièges, il y a également les volets sociaux, il y a également la défense. Mais je prends une dame comme vous, Francine Mouyumba, qui dénonce ce qui se passe au niveau du Parlement en général, l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle dit ceci: apparemment, le Parlement n'a pas de mains libres. Le Parlement serait inféodé. Il dit que le Parlement ne fait rien dans ces régimes. Le Parlement n'arrive pas à s'émanciper. Le Parlement devient pratiquement la caisse de résonance du gouvernement et de l'exécutif. Quelle est votre réaction quand une dame comme vous prend ce courage de dire c'est de la manipulation politique, ou bien elle voit réellement ce qui se passe et puis elle dit... Moi, j'aurais bien voulu qu'elle dise lors du gouvernement, c'était qui encore, le gouvernement précédent là? Donc, quand elle était, Ilukamba, bien sûr, parce que là également, les députés avaient des mains liées. Donc voilà. Vous dites que même lors
Lors de quoi? Du gouvernement Ilunga Ilunkamba, les députés n'avaient que... Effectivement, elle aurait pu être honnête si elle nous disait aussi à cette époque, c'est qu'elle vient de, si elle nous donnait son avis dans ce sens, bien sûr. Mais en fait, le problème aussi, M. Gramig, est que, vous savez, les contextes actuels que les gens, il y a eu d'abord la majorité, le président, quand il a été élu, il fallait créer la majorité, vous savez. Donc, il y a eu des accords et des accords qui n'ont pas permis cette cohésion dans l'Assemblée nationale, en fait. Chacun tire le droit de son côté, chacun poursuit ses intérêts. Il n'y a pas vraiment... vous savez, le Parlement qu'on a eu assisté à l'époque de Vital Kamerhe, là c'était un vrai Parlement. Ah, là, vous encensez Kamerhe, là, oui. c'est intéressant. Non, ben oui, non, mais on n'est pas là seulement pour souligner les fautes, nous sommes aussi là pour encourager, en fait, ce qui a été bien fait. La différence, c'est quoi? D'abord, j'entends parler de ça, les parlements de Vital. La différence, c'est quoi? En tout cas, moi, je ne pense pas que ça a été extra. Je ne pense pas, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais je ne pense pas que ça a été mais plus là, extra. Non, là, les députés, en fait, ils étaient là pour défendre les intérêts de la population. Bon, même s'ils pouvaient faire, mais ils savaient faire semblant, je peux dire ça. Ils savaient faire semblant. Et qu'est-ce qui a marché? On avait un faible budget. Kamerhe, qui est speaker du Parlement, on avait un faible budget. Est-ce que les ministres démissionnaient à l'époque? Est-ce que le Parlement, là, était en train de déchoir les ministres à l'époque? On n'a pas ces informations, mais comment on dit que c'est les parlements des Vital? Non, quels sont les résultats de ces parlements des Vital? Bon, on peut dire que c'est ce que je vous ai dit. Ils savaient. Les gens avaient seulement peur des noms, il y avait des grands noms là-bas. Même pas, ils savaient faire semblant, en fait. Ils savaient faire semblant. Par rapport à ces à notre Parlement aussi, il y a du n'importe quoi. Il y a du n'importe quoi. Est-ce que vous suivez un peu? Moi, en tout cas, ça m'a dégoûté de suivre les débats au sein de l'Assemblée nationale. On ne sent plus... il n'y a plus des élites, il n'y a plus de l'excellence en fait. Donc chacun tire le doigt. Il y a des intérêts maintenant qui priment. Hein, et il y a un ministre tombé dans ces parlements, des ministres de l'économie. Kalumba était tombé avec ces parlements. Oui, mais vous savez, tout est politique. Tout est devenu... Oui, tout est devenu... en fait, c'est la politique qui prime maintenant. Mais Ruben n'était pas tombé, hein? Vous savez, en tout cas, croyez-moi, monsieur, je pense que la population aussi est du même avis. Ce que nous voyons aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, en tout cas, ça nous désole, en fait. Ça nous désole. Il y a trop de positions, hein, en tout cas, trop de divisions. C'est vraiment pas évident. Trop de calculs politiques. Voilà. Moi, je pense que c'est le Parlement où on peut... Si le président Fachi est élu, il obtient son deuxième mandat, je pense qu'il doit tout faire pour obtenir la majorité, pour qu'on n'assiste pas à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce qu'un temps, la majorité bascule. Ou bien ce sont les gens qui sont autour du président qui doivent essayer un peu de convaincre avec les bilans, essayer un peu de mettre en place. C'est ce que je dis. Si un doit parler de son bilan, vulgariser ses actions, afin que la population ait plus confiance en ces personnes qui seront élues député qui, bien sûr, appartiendrait à l'UDPS ou à l'IE, voilà, pour éviter cette cacophonie que nous sommes en train de voir au sein de l'Assemblée nationale, où à 12 heures, les uns basculent parce qu'on n'a pas obtenu gain de cause, parce qu'on n'a pas eu notre part de gâteau, voilà, on sabote même les intérêts de la population, voilà. Alors, merci beaucoup à vous pour tous vos messages. Merci également pour cette attention. Alors on évolue, on continue l'émission. J'ai un message ici, en tout cas plusieurs, hein, j'ai lu ça. Bonjour, ces petits changements au sein du gouvernement est juste une manière pour le président Félix de donner une santé politique à Vital Kamerhe et Bemba. Mais le peuple ne peut en aucun cas attendre un changement sur la situation du pays avec ça. C'est monsieur Brice Ipan. Alors, quand vous pensez également, moi je ne sais pas. Hein. Merci beaucoup. Bonjour. Kamerhe n'est pas seulement voleur, il est le créateur même des voleurs en raison de déstabiliser ces régimes. S'il est nommé ministre de l'économie, c'est un nom de caprice politique en RDC pour le laver de ce qu'il avait fait contre la République. Là, ça n'engagerait que vous. Moi, je ne suis plus là. Alors, pardon, expliquez à la dame que la loi donne à tous les Congolais le droit de faire un recours à la juridiction supérieure. Oui, en appel et puis en cassation. Si vous trouvez que les jugements de votre procès et la dernière étape, c'est à la Cour constitutionnelle, c'est le seul juge qui est inattaquable.
Comme on a compris qu'il était innocent, on lui a acquitté. Les vrais voleurs, Jean-Marc Kabound, étaient prêts à lui dénoncer. En tout cas, moi, je ne sais pas. Là, ça n'engage que vous qui écriviez vos messages. On poursuit également l'émission. C'est vrai qu'on doit parler également du processus électoral. Là, je prends toujours exclusif qui titre, qui écrit un article RDC légère baisse des 1,49% des réserves d'échange. Mais on prend également cette actualité économique. Comment vous expliquer? C'est vrai, il y a de plus en plus inflation, il y a dépréciation, mais là également on nous informe qu'il y a maintenant baisse petit à petit des réserves d'échange. Aussi longtemps ce régime nous a bombardé avant, il y a hausse des réserves, ainsi de suite. Et c'est vrai, et un moment aussi avec les dépassements des assignations. Mais j'ai vu récemment, le mois de février, on n'a pas atteint même les assignations. Je pense qu'on était arrivé, je pense, à 80-70%. On n'avait pas atteint les assignations. Quelles sont ta lecture sur ça? Sur la situation économique qui, selon plusieurs, essaie un peu d'enliser. La situation économique en RDC est catastrophique. C'est vrai, hein, nous avons des personnes qui sont ailleurs, nous disent que non, là-bas non plus, c'est pas rose. Mais moi, je pense que non, la RDC, c'est vraiment, par rapport à l'économie, c'est vraiment... Et pourtant, c'était le champ de bataille du président, hein, donc d'améliorer les conditions, en fait, d'améliorer le social. Mais malheureusement, le but n'est pas atteint. Nous allons de mal en pire, nous ne savons pas c'est quoi, qu'est-ce qui est la cause. On nous dit que c'est la guerre à l'Est, mais la guerre à l'Est, nous l'avons toujours depuis des années. Ça n'a pas changé. Mais pourquoi cette dépréciation? Pourquoi tout s'écroule? Pourquoi on est en train de se demander... En tout cas, il faut que le gouvernement, comme je vous ai dit, le gouvernement qui est reconduit puisse... vraiment s'est penché sur la question parce que l'économie de la RDC c'est quasi inexistant. Le Congolais a perdu son pouvoir d'achat, tout est devenu cher et voilà, rien ne va. Alors, on prend également, c'est vrai, pourquoi cet acharnement tout autour de M. Vital Kamerhe? Bonjour, pour nous, Kamerhe reste pour nous un voleur. Pourquoi cet acharnement autour de Vital Kamerhe? Mais on prend le processus électoral vite. Avec ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a toujours la paix au niveau des l'Est. Denis Kadi m'a dit qu'il ne saurait enrôler au niveau des territoires pris par les rebelles. Et là, ça se pose également une question sur la légitimité si nous pourrions tenir des élections dans les délais aussi longtemps que ces gens-là ne pourraient pas voter, une question de légitimité également. Mais comment vous réagissez sur cette question du processus électoral? C'est vrai, il y a une question qui se pose depuis un bon moment. Là, je salue même Eliezer Tamboué qui a défendu bec et ongle, mais je ne l'ai pas vu dans le gouvernement Samadé. J'espère que... Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Ne nous appelez pas. Et les airs que je n'ai pas vu dans ces gouvernements, ça m'a entre les choix, entre les processus électoraux dans les délais et la paix. Comment est-ce que vous argumentez? Bon, en fait, pour moi, déjà, il faut oublier le fait qu'il y aurait élection dans le délai prévu par la Constitution. Effectivement, parce Pourquoi? que non, il y aura ce glissement. En tout cas, tous les signaux sont en rouge en fait. Donc il y aura glissement. Pourquoi? Parce que avec la Covid aussi, hein, il faut tenir compte. Donc il y a eu un peu un retard par rapport au financement. Et il est évident que non, il y aura élection, mais pas à la date prévue. Ça c'est bien. Mais heureusement, il y a eu enrôlement. Je pense au niveau de province, ça continue. Donc il y aura élection. Nous pensons que non, il y aura élection. Mais par rapport aux zones où tu as dit que non, voilà, on ne peut pas parce que ce sont des zones troubles. Je pense qu'on pourrait, même si le calme ne revenait pas, on peut aller sans parce que ça s'est fait, non, en 2000, je pense 18, lors des élections. Il y a eu quelques villes qui n'ont pas été prises en compte pour l'élection, pour aller voter. Je pense qu'on peut aussi le faire. Il y a pas, ça va, je pense que ça va pas déranger. Voilà, jusqu'à ce que le calme revienne dans ces zones. Mais sinon, il y aurait élection. Les peuples attendent les élections, ça doit se faire. Ça doit se faire. Est-ce que vous pensez que, oui, c'est vrai, l'élection, on en parle. Est-ce que, d'après vos analyses, les présidents pourraient être réélus
s'il y a élection, parce qu'on entend parler que le président voudrait glisser parce qu'il n'a pas un bilan. Non, Vous, personnellement, le président pourrait être réélu s'il y aurait en fait, dire que non, le président n'a pas un bilan à présenter, c'est être de mauvaise foi, c'est archi faux. Parce que quand même, c'est vrai que moi, je toujours dis, tout n'est pas rose. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait, mais quand même, il y a eu quelques avancées qui sont à prendre en compte, très significatives. Par exemple, j'évoque toujours cette histoire de la gratuité, de l'enseignement, c'est qu'il y a une victoire. Bien sûr, tu vois, il y a des routes qui sont réhabilitées, construites. Non, il y a quand même des choses qui nous prouvent à suffisance que le président a la volonté de mieux faire. Mais malheureusement, c'est comme aussi Kabila, il est mal entouré. C'est ça les hic, il est mal entouré. Mais avec ce qu'il a déjà fait, il peut aller devant la population et je pense avoir la confiance à nouveau sur le prochain mandat qu'il attend. Il a toutes ses chances. Moi, personnellement, je pense qu'il a encore toutes ses chances. Bien qu'on appelle à améliorer, on demande que ça s'étende, en fait, ces améliorations, ces avancées puissent s'étendre. Mais je pense qu'une fois de plus, il aura la confiance du peuple. Voilà. Parce que c'est ce qu'on veut. Quelqu'un qui a la volonté de voir les choses changer. Voilà. Ah, d'accord. C'est très... Parce que vous savez, les contextes dans lesquels il a travaillé, c'est pas évident. Parce que vous avez d'abord, comme il n'avait pas eu la majorité au Parlement, donc il y a eu certains blocages et ça n'a pas vraiment facilité la tâche. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, c'est à l'UDPS et à l'IE de faire un effort pour que lors de son prochain mandat, que le président puisse avoir la majorité qui lui permettra de bien travailler. Donc c'est vraiment ça le problème. L'entourage du chef de l'État ne lui permet pas, n'épouse pas sa vision. Voilà. Donc il est vraiment compliqué dans ce sens. Alors, Dani, on prend ces images. Hier, le ministre provincial de l'Intérieur, M. Gracien Nsakala, a lancé son opération Machette Nassé, Kinshasa et Boyi Koulouna dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain. Naloba on a lingala pour que vous comprendre. Papa ba maman bande komibali buza kolanda biso. Ministre provincial et intérieur ya Kinshasa, Gracien Nsakala. Lobby abandaki campagne ya Machette Nassé, Kinshasa et Boyi Koulouna. Pour lutter contre Bakuluna, ben civique, pour lutter contre banditisme urbain. Yo papa, maman zolande mission, yo ndeko, sensibiliser muninga na sensibiliser mwana na yo, atika Machette Nassé, Kinshasa parce que bakondimi be kwa mboka elingaka Kikuluna te. Et puis Kikuluna eza mosala o motote et sengela sala. Et les ministères s'est organisé à orienter bateau nyonso bakotika Machette bateau bakolinga balanda nzela ya o mibeko eza kosenga bateau wana nyonso bakotika Kuluna babenga bomba es Kuluna bazotinda bango na misala lokola ba assainissement mais pe bazotinda bango na ba formation. Vous allez suivre les ministres Ndegeni Nasala qui moi une séquence, je pense, il y a ces deux séquences, il y a deux minutes, vous suivrez Gracien Nsakala et puis nous reviendrons pour essayer de commenter un tout petit peu et puis également pourquoi ne pas désannoncer l'émission. Vous la montrerez prochainement où les ministres a intercepté, c'était également hier des remorques, des camions, des gros tonnages parce que la loi interdit. Et c'est là, ces véhicules de gros tonnage doivent normalement circuler à partir des minuit, je pense, en tout cas très tard la nuit. J'ai la décision du ministre de l'Intérieur, je dois lire pour vous, mais également là, c'était au niveau des Lingwala où il y a eu le lancement de cette opération Machette Nassé, Kinshasa et Boyi Koulouna avec Gracien Nsakala. Il y avait également la présence du bourgmestre des Lingwala. Les ex-Koulouna ont déposé les machettes et vous avez vu comment est-ce que les ministres a doté Bango Pessi Bango d'équipement pour que au côté un assainissement, côté au pendant ministre le mois classe des moins bruit. Et moi, ma formation quand pour que Bayaya, et moi, j'encourage en tout cas tous les jeunes, au lieu de vendre dans batinel, vous vendre dans le quartier, pour que vous traquez Bandeko. En tout cas, faites comme les amis. Je pense que, pas je pense, mais c'est la réalité. Dans les prochains jours, les ministres seraient également dans ta commune. Toi qui me suis enseigné de moment. Donc, Nabanga, ministre Akita, Nabama Kala, ministre Akita, Nakala Moupe, Akita, Nabalimité, Nabacommune, Nyonso.
oyo bakulu na bazali ministre Zoya na équipe na ye Kinshasa na campagne na ye ba maître pe bazali na mona bango na ba sportif. Il y a également ces comités locaux de sécurité mis en place par les ministres Gracie Ntsaka là pour lutter contre ce banditisme urbain. Alors merci beaucoup à vous tous. Nous poursuivons cette émission. C'est vrai que nous restons avec peu de temps, mais nous allons prendre le tout. Alors, quelle est votre réaction, Jovi, quand vous voyez tout ça? Par rapport au Kuluna? Oui, par rapport au Kuluna. En tout cas, c'est une bonne chose, hein, parce que le banditisme, en tout cas, prend de l'ampleur à Kinshasa, surtout avec ces bandes de jeunes, Kuluna. Ouais. Bon, aussi, hein, vous savez, venir avec le machette déposé, c'est une bonne chose, hein, mais seulement, il faut attaquer le problème à la racine. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à verser dans le banditisme? Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à errer sans rien faire et à tomber dans les antivaleurs? C'est la vraie question. On doit commencer par là. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que le Kuluna, certains de Kuluna, on leur a trouvé des occupations, on les renvoie à Kanyama, c'est pour... Oui. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Parce que ces jeunes sont dans la loisiveté. Quand on n'est pas occupé, on verse dans n'importe quoi. Comme je vous ai dit, comme il y a un problème d'emploi au Congo, les jeunes ne travaillent pas, les jeunes ne savent pas s'occuper. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, comme je vous ai dit, d'abord penser à la formation de ces jeunes, comme envoyer à Kanyamakasi, c'est comme apprendre comme au temps de Mobutu, avec ces systèmes qui avaient service national. Hein? C'était ça, oui. C'est toujours les cas, même Kanyamakasi, c'est toujours les services nationaux. Effectivement, mais avec aussi, il faut ajouter d'autres métiers, par exemple la menuiserie, la cordonnerie, en fait, qu'il y ait un peu de diversité de choses qu'ils peuvent faire, afin d'être occupés et les empêcher d'aller errer partout pour faire du mal, quoi. Voilà. Ah, d'accord, alors. Là, il faut les occuper, ouais. C'est ça, en tout cas, en bref, c'est que je peux dire. Il faut les occuper en créant des choses auxquelles ils peuvent s'agripper et voilà. Alors là, je prends le communiqué officiel que je disais tantôt concernant l'interdiction des circulations des gros tonnages, des engins. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Alors, les respects des heures de circulation pour les gros engins et autres remorques, à savoir des 21h à 5h du matin. Bino ba camion ya minene wana, vous qui pensiez que binonde, vous avez hors la loi, tout est single respecter mes deux côtés. 21h à 5h, j'ai une image, comment est-ce que le ministre hier a intercepté gros tonnage na... Et il manque même sur le saut de mouton. Na boulevard. Grand car. Même sur le saut de mouton. Je pense que le ministre doit tenir, il tient déjà compte de ça. J'ai dit que ne nous appelez pas, non rien, ça sera très compliqué. Merci beaucoup, mais on finit. Et quelles sont les activités de votre structure? Déjà, les prochaines activités, qu'est-ce que vous pourriez dire je pense déjà pour ce 29, nous organisons un événement en fait. C'est 29? Oui, c'est 29 déjà. Oui. Ça sera où? Vers Gramalik en fait. Excusez-moi, vous êtes... Oh, non, moi c'est Grammy, c'est pas Grammy. C'est grave, ok, d'accord. C'est vers Ngaliema, là où nous allons remettre le brevet à quelques femmes à qui nous avons appris quelques métiers. Et voilà, on va vous avez appris aux femmes des métiers? Oui. La couture, la coupe et couture, l'esthétique, voilà, pour ces deux-là d'abord. Donc nous allons, ils sont au nombre de 15 femmes déjà. Nous avons payé des formations pour eux, donc voilà. Ils ont fini leur cursus. On doit les honorer en fait et donner des outils, bien sûr, parce que nous, on ne se limite pas qu'à ça. On donne des outils, quelques machines qui peuvent leur permettre dans un premier temps de commencer, voir où ça va leur mener. Vu que le but, c'est l'autonomisation. Dès qu'ils ont quelques machines, ça va leur permettre d'avoir de quoi se nourrir, de quoi mettre sous la dent. Voilà. Merci beaucoup, là, c'est très intéressant. Je vous encourage, je pense que ça va bien se passer. Merci beaucoup à toute l'équipe. En tout cas, nous sommes à la fin. Nous allons nous retrouver, je pense. Aujourd'hui, c'est jeudi, hein? Vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi 24 mars. Je pense que nous allons nous retrouver prochainement. Nos heures de diffusion, vous connaissez, 11h et rediffusion à 22h. Également, relais YouTube Peter Tiani RDC. Là, c'est en ligne. Bino Bateau, tout beau non, je suivi l'émission, j'ai raté l'émission. Retrouvez toutes nos émissions
en mode de podcast, ainsi de suite, sur YouTube, Peter Tiani RDC, vous allez voir nos vidéos. Merci également à toute l'équipe technique, Thérèse, merci à Belgodor, merci à Louison, merci à Charlie, merci également à Dani. On se retrouve, si pas, je pense les dimanches, il y a une diffusion à 22h, également lundi à 7h. On se retrouve, on va beaucoup plus parler sur ces gouvernements parce qu'on doit également voir... essayer un peu de réfléchir, de cogiter sur les attentes de la population. On finit avec vous une dernière des questions. Quelle chance vous donnez à ces gouvernements de Sama 2 avec les temps qui restent? Quelle chance vous donnez à ces gouvernements si on s'en tenait au délai constitutionnel comme la Constitution nous l'exige? En tout cas, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer. Je ne pense pas qu'il y aura un grand changement, un changement si spectaculaire. En tout cas, moi, vivement les élections. Moi, j'attends les élections pour un gouvernement plus responsable. Ah, vous attendez des élections? Mais effectivement, celui-ci n'apportera pas le grand changement qu'on attend, pas par, par le manque de volonté, mais aussi par manque de temps. Parce qu'il nous reste combien de temps? Le temps nous a imparti. Voilà, quelques jours pour organiser les élections, il y a un nouveau gouvernement. C'est pour qu'il fasse quoi exactement? Voilà. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, il y a un match, Léopard et Mauritanie, non? Je pense, oui. Alors, vieux Nanga Kaboulou, aujourd'hui, je pense que nous allons gagner. S'il y a faux pas, c'est déjà vous. On ne va pas parler de Serge Condé. S'il y a faux pas, c'est déjà vous. Les Léopards jouent au niveau de Lubumbashi. Et je pense toutes les chances et la préparation a été... Olivier est déjà âgé aussi, hein, Monsieur Kaboulou, espérons. On vient à critiquer tout fort. Dans mon avis, j'ai vu la dernière fois le communiqué du ministre Serge Condé qui dénonçait les critiques. Pour lui, Kaboulou n'avait pas, ne détenait pas toutes les informations. Monsieur Kaboulou, notre ancien président, parce que comme d'ancien président, il y a la commission de discipline à UNPC. Vieux, ce qui est là déjà, Léopard, moi, faut pas... C'est vous. Donc, on ne parlera plus de Serge Condé, mais je pense avec l'expérience, l'expertise de Kaboulou, en tout cas, et la préparation de nos joueurs, sur tout ça, je pense que ça ira mieux. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Grammy Clégon, qui est le Dieu de toutes les inspirations, de continuer de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. C'est bon. Merci. Ouais, qui m'envoie cette...